Si je regarde les recherches que j'ai faites, bon, comme étudiant des IRAD de la Madeleine à Vos-Maisons, comme professeur les Trois-Villes et surtout un travail sans guerre sans subvention sur le Québec, je fouillais. Je fouillais comme n'importe quel prof, peut fouiller dans une bibliothèque, dans les archives, ou au travers de contacts, d'échanges avec les gens. J'ai rencontré énormément de personnages politiques. Et dans tout ce cheminement, donc plus axé vers une problématique d'anthropologie sociale, donc j'ai toujours travaillé à l'intérieur d'un cadre analytique quasiment constant, qui était de voir le local dans des ensembles plus complexes. Et c'est ça qui a marqué, je dirais, mon enseignement à l'Université Laval. S'il y a un point qui a marqué mon enseignement, donc j'ai assumé le cours sur le Québec en montrant les deux axes constamment, l'axe de province, l'axe éventuel de pays, les conflits, les groupes qui existaient. Donc je parlais à l'intérieur du cours de ça, aussi du développement du Québec et des réalités passées comme des réalités présentes. Ce qui faisait de ce cours, en fait, c'est une lecture de la réalité avec constamment des renvois sur l'histoire pour la découvrir. C'était la même chose que j'ai fait, je dirais, dans des séminaires sur les nations nationalitaires, les groupes nationalitaires, aussi sur la sécession, comme sur les revendications autonomistes qui vont se faire en présentant les contextes dans lesquels chacun de ces mouvements-là se faisait. Aussi, c'est dans le cours problématique que j'ai assumé, je ne sais plus combien d'années, mais un bon nombre d'années, à la maîtrise, où j'ai incité, disons, je ne les forçais pas, les étudiants à développer une problématique de recherche à partir de laquelle ils pouvaient utiliser différentes façons de cueillir et de faire la démonstration, que ce soit qualitative ou quantitative, les données étaient plus ou moins importantes. Et je pense que ce qui m'a amené à penser la recherche ou penser la problématique de cette façon-là, sont les différentes recherches que j'ai faites. Et ces recherches-là, je ne les ai pas faites toujours dans un même alignement. J'avais un cadre général, mais je n'avais pas même alignement théorique. Dépendamment de l'objet qui était ciblé, le système matrifocal, par exemple, ou le pouvoir local, j'allais me documenter là où il fallait, chez les auteurs qui ont écrit à l'intérieur de ces cadres-là, là, sur les objets qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait ça sur le pouvoir local, j'ai fait ça sur le développement à Vos-Maisons, j'ai fait ça sur la matrifocalité, et j'ai fait ça aussi sur le Québec. De telle sorte que j'ai pas confiné le montage d'une problématique uniquement dans une perspective anthropologique stricte. Je l'ai fait en se nourrissant pour alimenter l'objet d'analyse des différents écrits qui existent dans différents champs disciplinaires, mais en conservant une vision et une lecture et une approche qui, elle, parlait à l'anthropologie. Donc, c'est ça qui était peut-être la principale caractéristique du genre d'enseignement que j'ai véhiculé à l'Université Laval. Ça faisait un peu différent des autres. On ne m'a pas mis à la porte pour autant, donc, mais ça faisait un peu différent. Et je crois que c'est la même motivation qui se retrouve dans mes écrits. Il n'y a pas un auteur
majeur, particulier, mais si vous me parlez de telle recherche ou telle analyse, je vais vous en nommer 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça la différence. Je ne me suis pas campé, même si j'ai été fortement influencé par l'approche structurelle au marxiste, Poulenzaus et les différents auteurs anthropologues comme Meillassoux, Godelier. Et je n'ai pas été attaché nécessairement à eux, puisque j'ai eu recours aussi à des éléments théoriques développés par Salisbury sur les petites sociétés, dont il était aussi un spécialiste. Donc, c'est là-dedans que j'ai construit beaucoup plus mon enseignement et véhiculé ce qui a caractérisé mon passage comme professeur. Par contre, il y a un point qu'on m'a dit qui était demeuré malgré tout, c'est la question de stage des étudiants hors dans des organismes locaux ou en relation avec un professeur au niveau du bac. C'est formation pratique. Bon, j'ai été l'instigateur de ça. Donc, puis j'étais surpris de découvrir que ça existait encore. Et si je l'ai été, l'instigateur de ça, c'est peut-être parce que durant toute ma formation, j'ai toujours eu quelque chose en parallèle comme activité qui nourrissait ce que je découvrais et ce que je lisais et ce que j'apprenais. Donc, ça m'apparaissait important que les étudiants, dès qu'ils commencent à jouer avec des concepts, des approches, un vocabulaire savant, puissent aussi voir comment ça résonne à l'intérieur avec des contacts autres que leurs amis ou la famille, mais des contacts plus institutionnels. Et ça demeure, et je pense pas que ça soit une marque du département, mais pas loin. Donc, c'est un outil de formation qui est apprécié, je crois, de la part des étudiants. Quand je regarde aussi mon cheminement comme professeur, donc, quand je regarde ça au total, j'ai encadré beaucoup d'étudiants à la maîtrise et au doctorat dans les champs que je connaissais un peu, plus que d'autres. Ça, c'est un point. Mais j'ai aussi été rarement professeur temps plein au département. Ça aussi, c'est une autre caractéristique de mon cheminement. Tout en étant professeur, bon, j'ai fait un nombre d'activités autres. J'ai été vice-doyen 1 an et demi, assez pour quitter vite. pour des motifs très particuliers. J'avais travaillé à la mise sur pied d'une fondation du père Georges-Henri Lévesque. C'était un roman, cette affaire-là. J'avais travaillé à ça, puis j'avais établi des contacts avec le père Georges-Henri Lévesque que je suis allé rencontrer. Et je savais pertinemment que le père Georges-Henri Lévesque était le tuteur à l'époque des 2 fils de M. Desmarais, le propriétaire de Power Corporation. Et j'ai joué avec M. Lévesque pour avoir un gros fonds investi par Power Corporation à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. J'étais sur le point, il était sur, sa fille, une des filles de la famille Desmarais, était d'accord avec ce versement au fonds Georges-Henri Lévesque, et c'est le recteur de l'Université Laval qui a fait un sermon incroyable, non pas au Desmarais parce qu'il voulait avoir l'Afrique, mais nous à la faculté parce qu'on essayait de jouer dans ses plates-bandes. Donc on a eu des petits morceaux et le gros morceau, l'enveloppe, s'est retrouvé à l'Université Laval. Mais c'est encore là, c'est la question de censure, organisation. Bon. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai quitté après ça. J'ai quitté la faculté là, parce que mon doyen m'en a fait reproche. Là, on m'a dit, c'est ça,
votre approche, salut, bonjour. Et je me suis retrouvé un an ou deux après, professionnel en prêt de service à l'Institut de recherche santé et sécurité au travail du gouvernement du Québec parce que j'avais besoin d'aide. Laval m'apparaissait un peu restreint. C'était aussi restreint là-bas. Je monte un gros projet de recherche de comparaison entre trois papetières importantes et avec des organisations syndicales différentes. C'était mes trois villes dans ma tête là, que je voulais reprendre comme modèle. J'avais cherché, c'était un projet quand même, ça devait tirer 1,5 million à peu près de fonds de recherche de l'Institut. Et là, ça bloque à la tête. Le projet est tout accepté par tous les évaluateurs. Je comprends, j'avais passé un temps fou à monter un projet très, très détaillé. J'avais fait des contacts avec les entreprises, entre autres. Et ça bloque à la tête. Et j'apprends que je pourrais peut-être réaliser cette recherche, mais pas dans cette perspective-là, pour le compte du patronat forestier. Récupération majeure, là, ce n'est plus de la science qu'on fait, c'est du service à l'entreprise. Là. J'ai aussi démissionné de là. Donc, ce sont des faits peu connus, là, mais ça marque de voir, bon, donc je reviens à l'Université Laval, puis par différents détours, on me demande de me présenter comme président du syndicat. Je suis élu, donc j'ai été président du syndicat pendant 4 ans. Et après ça, j'ai fait, à la demande du syndicat, un travail sur le régime de retraite. J'ai été président du régime de retraite des professeurs de l'Université Laval. J'ai même écrit un livre sur ce régime-là. Et j'ai aussi été président du Fonds commun de placement des régimes de retraite de l'Université Laval. Donc, je gérais un personnel on était une douzaine de personnes. On avait un actif de 2 milliards dans des placements. Là, j'étais un homme d'affaires. Mais ça n'a rien à voir. Je défendais les intérêts des membres des régimes de retraite et là, dans la recherche de placement bon. Et là, j'ai rencontré un autre défi que je n'ai pas été capable de relever. Et je suis parti un peu, mais pas parce qu'on me bloquait les portes, parce que c'était impensable. Le défi que je voulais, c'est de placer dans les portefeuilles socialement responsables. Donc, j'ai fait un travail fou. C'est la Caisse de dépôt qui a repris tout ce que j'avais fait. Puis ils l'ont appliqué. Mon régime, le Fonds commun, il ne l'a pas appliqué. C'est bizarre. Bon, la Caisse de dépôt, c'est plus important quand même que le régime des professeurs. Mais j'ai bloqué. Ça a bloqué, là. J'ai aussi fait une démarche pour regrouper des fonds de place, des régimes de retraite au Québec. J'ai travaillé là-dedans pendant 1 an. Puis ça aussi, ça a bloqué. La différence entre les régimes étant telle que faire quelque chose en commun est apparu à plusieurs comme impensable. Donc, ils se sont retirés. Par exemple, le régime des policiers de Montréal, c'est un régime totalement autonome. Ils ont tout. Ils ont des spécialistes en placement, des avocats. C'est aussi gros quasiment comme infrastructure que la Caisse de dépôt. Disons, 25% du personnel à la Caisse de dépôt. Donc, eux autres, je ne voulais rien savoir d'une association qui aurait créé ça. Ils l'avaient. Donc, d'autres n'avaient rien. Donc, ils trouvaient que ça coûterait trop cher pour avoir quelque chose. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais tout ça pour dire que ces expériences comme professeur sur différents organismes, j'ai jamais été dans des organismes d'autorité. Ça, je ne sais pas, par définition, j'ai dû les refuser. Comme me présenter comme recteur à l'Université Laval, j'aurais jamais même pensé à ça. Même si on m'avait poussé, j'aurais refusé. Parce que ça me paraît des postes dans lesquels tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, j'ai plus travaillé
dans des activités parallèles à l'enseignement, connexes aussi à mes champs d'observation. Donc, sur le Québec, découvrir le régime des fonds de retraite, c'est énormément d'argent, où c'est placé, etc. C'est placé. Les gens ne savent pas où l'argent est placé, mais s'ils le savaient, ils se poseraient des questions. J'ai écrit des articles là-dessus. J'ai aussi découvert plus les dessous politiques. J'ai fait allusion à ça, mais j'ai eu des contacts directs avec Jacques Parizeau, avec Landry, Bernard Landry. Je n'ai jamais rencontré Bouchard, ça c'est... Il y avait comme une hésitation totale de ma part, je ne sais pas pourquoi. Avec d'autres personnages, Boisvert, Madame Marois. Donc, j'ai connu ces personnes-là de l'intérieur. Et quand je regarde la dimension, quand j'analyse le Québec, je sais où ils s'en vont. Je sais c'est quoi leur orientation. Je sais c'est quoi leurs limites, les choix qu'ils ont faits. Tu sais, dire que Mme Marois est indépendantiste, c'est une erreur, une aberration. Elle n'est pas. Que Landry l'est, en fait, il l'est devenu par opportunisme, mais il ne l'était pas. Parizeau, lui, il l'était, mais il était caché. Donc, il essayait de jouer le système. C'est un type excessivement brillant pour déconstruire un système puis en faire un autre. C'est l'homme le plus admirable que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Mais il y avait un problème de communiquer ce qu'il savait. Il se plaçait, tu sais, comme dans la photo sur le livre là, qui a été faite par, je ne me souviens plus, un journaliste. Là. Tu le vois, il a l'air d'un homme solide là, sur ses terres. Ben, il était ça. Il se voyait probablement comme ça. Mais il avait tout pensé, tout en détail. Et c'est rare que tu vois... bon, il y a une formation britannique, donc ça aide. À tout penser, leur système, la façon de gérer, de créer un État, de le mettre en place, d'en convaincre de la pertinence. Puis, Parizeau n'était pas un ethno-nationaliste. Parizeau était promoteur de la citoyenneté. Mais il ne le disait pas clairement. Pour obtenir l'appui des des nationalistes, il ne voulait pas aller si loin, mais il l'était. Il tirait dans cette direction-là. Donc, ça pouvait déranger d'une certaine façon. Tout ça m'amène à regarder de l'intérieur le mouvement indépendantiste, le mouvement souverainiste, et à l'analyser dans ses fondements historique, avec Linda Wakerow, de l'analyser dans la forme de pouvoir dans laquelle, la forme du régime politique dans lequel on vit au Québec et au Canada. Donc, je reviendrai là-dessus parce que ça fait partie de mon prochain, pas vraiment, mon prochain livre sur le pouvoir, l'exercice du pouvoir. Et c'est ça qui m'a amené à poursuivre des écrits dans cette direction-là. Un des écrits qui a le plus marqué, à mon avis, ce que j'ai fait, parce qu'il est relié à un article dans l'Action nationale qui était pour une conception civique du Québec. J'ai écrit ça en 95, après le référendum de 95. Et je développe une approche civique, une conception civique du Québec. C'est plein d'auteurs cités qui... J'ai fouillé énormément, j'ai passé plusieurs moments à analyser la situation, puis à développer une approche un peu différente. Et c'est ça qui a donné, 2 ans plus tard, le 18 septembre 2001, hélas, il y a eu d'autres choses qui sont produites en 2001 autour de ça. Il y a eu le 11 septembre qui a fait que le 18 avait plus de sens. Mais c'est un livre, c'est le premier livre complet que j'ai fait sur le Québec. Donc, il y a une présentation du Québec, des enjeux, etc., de l'histoire, des principaux défis, toute la problématique autour de la reconnaissance éventuelle du Québec. Donc, pour moi, c'est le principal livre sur le Québec que j'ai fait. Ça me valait un prix.
J'ai déjà eu une citation de Bastide, donc un prix de l'Action nationale. C'est spécial. Je reviens là-dessus parce que il y a 2 ans, un livre est sorti de l'Action nationale sur différents auteurs qui ont écrit sur le Québec. Robert Laplante, qui est le directeur de l'Action nationale, a recensé ce livre. Et en même temps, indirectement, l'article qui était là-dedans. Et il me traite, et ça fait mal de recevoir ça, là, mais il me traite de Québécois déracinés qui n'a plus la souvenance de ses origines. C'est direct, là. Mais ça dit en même temps, c'est quoi l'Action nationale? L'Action nationale, c'est une revue de Québécois qui ont souvenir de leurs origines et donc qui ne peuvent être que des ethnoculturels définis par, dans ma tête, ou qui vont se définir comme étant déjà là, ils vont parler du peuple canadien-français du temps de la France. Mais il n'y avait pas de peuple canadien-français du temps de la France. C'était des Français qui étaient sur le territoire, qui sont venus s'installer ici dans des conditions XY. Ils ne formaient pas un peuple, ils étaient tout simplement des Français qui vivaient ici. Et le nom canadien qui leur fut accolé, selon l'historienne, une historienne de l'Université McGill, dont je ne me souviens pas le nom, mais qui était présente à ma soutenance de thèse, était une des évaluatrices de ma thèse de doctorat. Selon elle, le thème canadien n'existe qu'à partir de 1754. Il est utilisé quand des soldats français sont expédiés en Nouvelle-France pour stopper l'invasion britannique qui s'en vient. Et ces soldats français notent qu'il y a les Canadiens, puis eux, que les Canadiens ne sont pas tout à fait comme eux. Et ce terme naît en 1754. Dire que c'est en 1608 que ça se produit, là, c'est faire fi de l'histoire, c'est faire de l'histoire un mythe. Et d'entretenir ce mythe. Donc, Laplante me traite comme ça. Et c'est pas juste ça. Le texte qui était dans l'Action nationale, il y a 2-3 ans, j'ai voulu, je savais plus où j'avais placé celui-là, j'ai voulu chercher dans les écrits de l'Action nationale mon texte. Il n'était plus là. Il s'est retrouvé après, un an après, je l'ai revu, mais c'était excessivement difficile de le lire, dans le sens que la photocopie avait été un peu... Donc, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté que l'Action nationale publie ça. Pourtant, celui qui a accepté, c'est, à l'époque, il était très en question. C'est Rosaire Morin, avec qui j'ai eu des échanges. Lui, il n'a pas dit oui, dit non. Il a dit oui, on publie, c'est intéressant. Et j'ai même eu un échange avec Fernand Dumont et Fortin, qui était son conseiller, pas Gérard Fortin, un autre Fortin, je ne me souviens plus, Dumont qui était conseiller politique, sur les 2 voies possibles. Et Dumont dit oui, c'est intéressant, votre approche. Il reconnaissait que si le Québec devient indépendant, il faut définir autrement le Québec d'origine canadienne-française, puis les Québécois qui vont former le Québec comme nation politique. Et c'est de ça dont je parlais dans ce livre et dans cet article. Et Dumont était ouvert à ça. Beauchemin, dont je vous ai parlé tantôt, il dit non, Dumont n'était pas ouvert à ça. Mais lui, il n'a pas eu l'échange que j'ai eu avec Fernand Dumont, je pense en 1996, c'est un an ou 2 avant son décès. Et je me souviens très bien de cette rencontre. C'était profond. C'est un échange d'idées fortes, là, où tu avais la thèse nationaliste, ethno-nationaliste, versus une autre approche, qui était celle que je véhiculais. Il était reçu
par des gens qui avaient travaillé toute leur vie dans l'autre. C'était une certaine forme de reconnaissance. Mais c'était à peu près tout. Là. Les années qui ont suivi m'ont placé plus en situation de conflit par rapport à des personnes qui continuaient à me traiter de sans racine. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la dimension politique au-delà de la dimension ethnoculturelle. Et moi, je le vois quasiment par réflexe, compte tenu de mon cadre d'analyse. Donc, c'est un peu ça, le genre d'apport que je peux dire avoir apporté à mon enseignement. Obsession sur la recherche, l'approfondissement, puis le développement d'idées neuves.